Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui avec Anne-Florence pour vous parler du retour en France, mais ça va être un témoignage un peu différent d'habitude, puisque les témoignages de d'habitude, c'est quand même des personnes qui partent en expatriation et qui rentrent. Dans le cas de Anne-Florence, on est plutôt sur des expériences différentes à l'étranger, des retours en France, des séjours qui s'accumulent un peu comme ça. Et donc, tu vas pouvoir nous dire comment tu t'es senti dans ces différentes phases de retour et peut-être des années après, en quoi ces expériences de vie à l'étranger, elles ont eu un impact sur ta vie d'après et peut-être sur ta vie encore aujourd'hui. Vous le savez, j'aime bien expliquer comment j'ai rencontré mes invités et comment on est amené à se retrouver pour faire un épisode de podcast ensemble. Alors, je vous en dis plus sur la façon dont j'ai rencontré Anne-Florence. Donc, on va remonter le temps et je vais vous raconter une petite histoire. J'ai été contactée par Valérie qui venait de rentrer en France après un tour du monde en famille et qui se lançait dans l'écriture de son livre pour donner des conseils sur comment partir à l'aventure. Et en fait, elle m'a sollicité pour que je puisse rédiger la partie de son livre dédiée au retour en France. Ce projet a vu le jour, le livre est disponible dans les librairies, vous retrouverez le lien de ce livre dans la description de cet épisode. Et à l'occasion d'un événement où Valérie justement présentait son livre et faisait des dédicaces, j'ai été à sa rencontre et je l'ai rencontré pour la première fois en vrai il y a quelques mois. Et à cet événement, il y avait d'autres personnes qui présentaient également leurs livres et c'est à cette occasion qu'on a pu justement se rencontrer parce que toi, tu étais présente pour justement présenter à tous ton livre, celui que tu as rédigé il y a quelques années, après être rentrée en France, justement pour donner également des conseils sur le voyage. Ça marche. Bah, déjà, bonjour. En tout cas, merci d'être là. Merci de me recevoir. Donc pour commencer, on parle toujours un petit peu de qui tu es et puis on va parler de ton expérience à l'étranger et ensuite on parlera du retour en France. Donc pour que la communauté elle puisse en savoir un petit peu plus sur toi, est-ce que tu voudrais nous dire comment ton entourage pourrait te décrire? Je pense qu'il dirait que je suis très active, globalement un peu hyperactive. C'est-à-dire que j'ai toujours plein d'idées, plein de projets et généralement je vais au bout. Donc j'ai tendance à me surmener un peu, tu vois, à prendre à m'ajouter plein de choses. Qu'est-ce qu'il dirait d'autre? Que je suis ouais, déterminée et aussi anxieuse quand même, tu vois. Et ça va un peu avec le côté hyperactif, c'est que je fais tellement de choses que je m'auto-crée de l'anxiété, quoi. Mais Mhm. c'est plutôt de l'anxiété souriante. Je suis quelqu'un de plutôt optimiste et tout, donc voilà. Ça se voit pas forcément au premier abord. Merci beaucoup. Dis-nous en quelques mots, et je pense que c'est ça qui va être difficile, c'est d'essayer d'être concise sur tes différentes expériences à l'étranger, mais dis-nous un petit peu d'où est partie cette idée de on part, donc tu es parti avec ton conjoint, Oui. qu'est-ce qui vous pousse à partir et pourquoi dans ces circonstances-là, dis-nous un petit peu. À la base, moi, j'ai jamais beaucoup voyagé étant enfant, tu vois, je suis pas allée à l'étranger, etc. Donc, c'est quelque chose qui me faisait rêver, et notamment San Francisco. C'était un peu ma ville de rêve. Et c'est vrai que j'ai rencontré mon conjoint assez jeune, on s'est rencontrés à 18 ans, et assez vite, on s'est un peu challengé en se disant, ah, on aimerait bien voyager aux États-Unis. Donc, on a attendu la fin de nos études, et pendant 2 ans, avant que je sois diplômée, on a commencé à construire ce premier projet de road trip. En se disant, bah, d'abord, c'était vraiment, on va aller à San Francisco. Et puis finalement, on se dit, bah, quand même, c'est dommage, autant faire Los Angeles. Tant qu'on est aux États-Unis, autant voir New York. Tant qu'on est aux États-Unis, autant aller au Canada. Donc, tu vois, au final, il y a toujours des destinations qui se rajoutaient. On s'est dit, en fait, on va partir 3 mois, quoi. Donc, ça, c'était le projet de départ, ouais.
Ouais. Et donc lui, est-ce que c'était un voyageur avant ou Pas finalement... du tout. Ben, comme Ok, moi, il a jamais voyagé. Voilà. Ouais. ok, trop bien. On va faire une petite parenthèse sur San Francisco parce que du coup, moi, j'étais jeune fille au père à San Francisco. Ah, J'ai eu génial. la chance de vivre dans San Francisco. Ouais, ouais. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de cette ville et de cet environnement un peu par là? Eh ben, écoute, moi, ce qui m'attire à la base dans cette ville, c'est qu'à 13 ans, j'ai découvert les Chroniques de San Francisco. Je sais pas si tu connais, c'est une série de romans des années 70, absolument géniale. Et j'ai toujours rêvé d'y aller. Et finalement, ce que j'ai découvert correspondait assez bien à ce qui est décrit dans ces romans. C'est une ville assez éclectique, un peu européenne, voilà, aux États-Unis. Alors nous, on y a passé 3 semaines la première fois. Donc on avait pris un petit logement et puis finalement, on a pu vivre un petit peu sur place, tu vois, on faisait nos courses, etc. Mais j'ai adoré, honnêtement, c'était super. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé San Francisco, la baie, Oui. le fait de vivre près de l'eau, Ah oui, non, le dynamisme de la ville, les nouvelles technologies, tout ce qui est mis en place sur ce territoire, c'est assez dingue, je trouve. ah ouais, c'est un environnement incroyable. Ouais. Donc ça, c'était votre première expérience. Et voilà, c'est ça, en Ensuite, 2012. il y a eu une autre expérience. Oui, ensuite, en fait, on est rentré de ces 3 mois, c'était l'hiver, on était déprimés, on s'est dit, oh là là, on rentre dans la grisaille. On s'est dit, on peut pas, quoi, on n'a plus envie de vivre en France, en fait. Le problème, c'est que, bon, aller vivre aux États-Unis, c'est quand même assez compliqué, encore plus pour un couple, trouver 2 visas à la fois, etc. Donc, on s'est dit, bon, c'est quand même mission impossible. Ce qu'on va faire, c'est plutôt chercher au Canada. Et donc, on s'est lancé sur un PVT Canada. Alors, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, c'était il y a 10 ans, mais à l'époque, c'était sur tirage au sort, ce qui fait que moi, je l'ai eu et pas mon conjoint. Mais il est boulanger. Donc, c'est quand même un métier qui s'exporte hyper bien. Donc, et d'ailleurs, il y avait déjà eu des offres par le passé en Amérique du Nord. Et donc là, il a trouvé en gros 3 offres. Alors, la première, c'était au Québec, mais pile à ce moment-là, le Québec a fermé les visas pour les Français dans tout ce qui était gastronomique. Donc, bon, bah, du coup, ça serait pas le Québec. Et il nous restait l'île de Vancouver, mais vraiment dans un coin paumé, ou Calgary. Et donc, on a choisi Calgary parce que c'était quand même une grande ville, même si on connaissait pas du tout. Et du coup, on est parti là-bas. Donc vous partez là-bas en PVT. C'est ça. Alors, moi, en PVT, et lui, du coup, il avait un visa de travail, ce qu'on appelle visa fermé. Donc, il pouvait travailler que pour son employeur. Trop bien, waouh. Ok, vous restez là-bas combien de temps? Alors, le but, c'est de rester au moins un an parce que c'est la durée de mon PVT. Mais c'était justement dans un espèce de d'entre-deux où les PVT passaient à 2 ans. Donc, j'aurais eu le droit de prolonger finalement d'1 an. Puis, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on est arrivé, j'ai trouvé une offre de journaliste parce que je suis journaliste et j'ai été prise tout de suite. Donc, 5 jours après notre arrivée, je commençais à travailler. Donc, au début, tout allait bien. C'était parfait. On était là pour rester un bon moment. Et en fait, mon mari, lui, il a eu des petits soucis avec son travail, ça se passait pas très bien. Et au bout de plusieurs mois, il m'a dit, je peux plus continuer, ça va être trop difficile mentalement. Le problème, c'est qu'il avait un visa fermé, donc il pouvait pas travailler pour quelqu'un d'autre. Donc il a essayé de mettre en place autre chose, il avait trouvé même un employeur, mais c'était compliqué de refaire un visa, etc. Donc on s'est dit, bon, tant pis, on va prendre comme un signe, il faut qu'on parte. Et par contre, ce qu'on a fait, alors on est rentré 2 semaines en France, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti tout de suite après pour 4 mois de voyage aux États-Unis et au Canada. Waouh, ok. Donc finalement, vous quittez le territoire parce que problème au travail, problème Oui, de visa et c'est voilà. ça, Vous exactement. rentrez vite fait et vous vous Ouais. dites, ben, on en profite pour finalement, ça rentre un peu dans, c'est au total sur une année de, allez, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, on s'était dit, de toute façon, notre minimum, c'était un an. Autant profiter quand même de cette année. On avait mis de l'argent de côté, on avait épargné. On s'est dit, allez, on va quand même en profiter, quoi. donc là, vous explorez un peu le Canada et les US. C'est ça, on refait. Alors la première fois, on était parti du Québec, on était descendu jusqu'en Floride, et puis après on avait fait un peu le Texas, les parcs nationaux, on était remonté sur la côte ouest jusqu'à Vancouver. Et là, cette fois-ci, alors on a commencé par Hawaï, donc complètement différent. Et aussi, en fait, le premier road trip, c'était vraiment un road trip assez traditionnel, c'est-à-dire qu'on logeait dans des motels, etc. Et en fait, cette fois-ci, on s'est dit, on va quand même aller à l'économie. Donc, on va faire du goofing, on va faire des couchsurfing et on va surtout ne rien planifier, donc c'est-à-dire vraiment avancer au fur et à mesure. Alors que la première fois, j'avais tout planifié les 3 mois entiers, tu vois. Donc, on est parti comme ça, on a commencé 2 semaines à Hawaï où on a travaillé dans une plantation de café. Ensuite, on est reparti à San Francisco où là, on a travaillé dans un vignoble.
Donc c'était complètement différent comme expérience finalement. Et puis voilà, on a continué à avancer comme ça. On a vu des endroits qu'on n'avait jamais vus aux États-Unis. On est passé aussi à quelques endroits qu'on avait fait. La différence, c'est que, alors on n'avait pas de date de retour, hein, on n'avait pas de billet d'avion de retour. On s'était dit, voilà, on part entre 3 et 6 mois, on verra. Notre maximum, c'est 6 mois au niveau des visas, etc. Et puis, on verra bien. Et finalement, au bout de 2, 3 mois, on s'est vite lassé de pas savoir où on allait dormir le soir, de pas savoir ce qu'on allait faire la semaine suivante, etc. Au final, c'était assez épuisant comme rythme. Et en fait, moi, je l'avais fait parce qu'à mon premier road trip, on avait eu des petites critiques de gens qui disaient, ah, vous n'êtes pas très aventurier, vous avez tout planifié. Ouais, mais c'est tellement agréable, en fait. Tu as juste à profiter une fois que c'est planifié. Alors que si c'est pas le cas, tu passes 2 heures à chercher un hôtel pas trop cher pour le soir même, etc. C'est insupportable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est penché une journée entière et on a planifié notre dernier mois de voyage. Voilà. Et à la fin, bah, c'était du kiff, quoi. Hmm. Qu'est-ce que tu as pensé d'Hawaï? Ah bah j'ai adoré, c'est magnifique. C'est incroyable. Ben moi, en étant à San Francisco, j'y suis allée plusieurs fois aussi et j'ai Ouais, bah oui. beaucoup aimé. Ouais. Ouais, ah, c'est magnifique. C'est comme on s'imagine, quoi. Du coup, on passe toutes ces expériences-là à l'étranger. Donc, on Mhm. voit que au fur et à mesure du temps, on teste un peu différentes formes de voyage. On C'est planifie pas, ça, on planifie pas, planifie moins. On teste des différentes formes de voyage. Après ça, on rentre en France. c'est ça. Donc, on est rentré en juin 2015. C'était plus facile cette fois-là de rentrer parce que c'était l'été. Donc déjà, on rentre pas dans le froid, etc. Et puis, bah, ça faisait quand même presque un an qu'on n'avait pas vu nos familles et compagnie. Donc c'était vraiment différent. On a pu profiter un peu de l'été, voir nos proches. Donc on est plutôt rentré dans un bon état d'esprit, surtout qu'on était quand même fatigué finalement après 4 mois de road trip. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait c'est fatigant. Donc là, on était voilà, plutôt dans un bon état d'esprit. On s'est dit, on va retrouver des boulots, on essaye de se refaire une vie un peu stable en France et on essaye d'avoir un enfant. Voilà, ça c'était notre projet. Wow, ok. Donc vous aviez grandi en région parisienne. Quand vous rentrez de nouveau en région parisienne. Alors moi, je suis de région parisienne, mon mari il est de Picardie, mais du coup, on s'est rencontrés en région parisienne à 18 ans. Donc effectivement, on est rentré à Paris. L'année d'après, enfin, nous, on a retrouvé des CDI, etc. L'année d'après, on a acheté en banlieue parisienne. Voilà. Là, on s'est vraiment installé durablement dans le coin. Ok. Est-ce qu'il est originaire de Saint-Quentin aussi comme moi et c'est pour ça que Tout tu étais à à la fait, bibliothèque? Ok. exactement. Sympa, c'est marrant. Ok. Donc on revient en région parisienne, c'est là où vous Oui, vous installez. Et donc tu m'as dit, vous achetez votre espace. c'est ça, exactement. On a acheté un appartement à peu près un an après être rentré. Ok. Est-ce que tu veux nous dire en quelques mots comment tu te sens à ce moment-là, toi, Anne-Florence, dans ce process un peu de rentrée? Est-ce que tu avais des appréhensions avant de rentrer? Mhm. Ouais, comment tu as abordé le sujet, quoi? Ben, moi, ma grosse appréhension, c'était le monde du travail. Parce que du coup, j'avais expérimenté le monde du travail canadien qui n'a rien à voir, beaucoup plus bienveillant. On m'appelait par des petits surnoms, on me tutoyait. Enfin, vraiment, c'était cool, quoi. Il n'y avait pas de hiérarchie, tout le monde était un peu traité au même niveau. Et moi, j'ai jamais supporté le monde du travail français avec, voilà, tout est très rigide, tout est très strict. Et donc, j'avais quand même la boule au ventre de retrouver effectivement un boulot en France. Mais bon, pas le choix, hein, faut bien gagner sa vie. Donc, j'ai retrouvé au bout de quelques mois un CDI. Au début, ça allait. Et puis, au bout d'un an, il y a eu un changement dans le management. Et moi, je suis tombée enceinte de ma première fille. Et en fait, c'était une grossesse quand même physiquement assez compliquée. Donc, j'ai été arrêtée quelques temps, etc. Et en fait, finalement, ma manager, donc, qui était une manager temporaire, mais mon manque de peau, ça tombait à ce moment-là, elle a commencé à me harceler. Voilà. Ça a marqué un peu la fin de ce monde du travail salarié pour moi, parce que après cette expérience-là, donc qui a été quand même très compliqué. Je me suis mis à mon compte. Et quand tu étais salarié, tu étais journaliste aussi? Oui, j'étais journaliste, exactement. Ouais. Et ton conjoint, il retrouve rapidement du travail, tu te Oui. souviens? Alors lui, tout de suite, hein, de toute façon, c'est quand même boulanger, c'est un métier où on Ah trouve oui, du c'est vrai. travail facilement partout. Donc lui, il a recommencé à travailler tout de suite. Moi, j'ai mis quelques mois quand même avant de trouver un poste. Est-ce que tu te souviens comment tu te sens dans Mhm. tes premiers pas d'arrivée en France? Donc à ce moment-là, c'était l'été, tu as pu profiter de Oui. la famille, donc ça c'était un côté un peu plus chouette que rentrer pendant l'hiver, etc. Mais est-ce que tu te souviens un peu émotionnellement ou intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des chocs? Est-ce qu'il y a des différentes phases que tu pourrais identifier et nous mentionner? Alors, je me souviens d'un truc en particulier, mais c'était plutôt quand on est rentré 2 semaines après le Canada.
c'était que la nourriture avait beaucoup trop de goût en France. On était choqués. On s'était habitué à une nourriture finalement assez fade. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment tout était trop coloré en goût, tu vois. Et on a eu une petite phase d'adaptation quand même. C'est étrange, mais on s'y attendait pas. Sinon, émotionnellement, non, bah, comme je te disais, c'était vraiment un retour très différent du premier. On était beaucoup plus serein. Mais par contre, c'est vrai qu'on avait quand même en tête une autre idée d'expatriation. On n'avait pas totalement abandonné ce chapitre-là. On se disait, voilà, on revient, on construit un peu notre famille et puis on repart. Ça, c'était ce qu'on se disait à ce moment-là. Mais quand même, ce que je vois, c'est que vous aviez quand même des gros projets quand vous êtes Oui. rentré à ce moment-là, parce que vous aviez quand même. Alors, est-ce que c'était un truc que vous projetiez avant, ou est-ce que ça s'est fait parce que la vie, elle propose des belles surprises, tu vois? Mais Mhm. quand vous êtes rentré, il y a quand même eu l'achat d'un appartement et il y a eu quand Oui, même le premier bébé, donc c'est quand même oui, plus, ben, quand même reprendre le travail. Donc c'est quand même des gros projets qui c'est vrai. rythment vraiment la vie à ce moment-là. Ben, à ce moment-là, ça faisait quand même déjà 10 ans qu'on était ensemble avec mon conjoint et c'est vrai que nous, on avait parlé d'enfants tout de suite. Et en fait, on a fait que repousser le projet d'enfant parce que justement, on était parti en retrait, puis on était parti au Canada. Et donc, finalement, on l'avait quand même pas mal repoussé, nous, dans nos têtes et on se disait, c'est le moment, quoi. Faut pas qu'on attende plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est peut-être, mais tu me dis ce que tu en penses et comment tu vois le truc et comment ça s'est passé pour vous. Le fait d'avoir ces projets-là, ça fait que en fait, tu as tellement des beaux projets qui arrivent, tu as tellement une belle vision pour l'avenir, enfin, tu as des projets communs avec ton conjoint, etc., que bah, c'est sur ça que tu te concentres plutôt que de te dire, bah, peut-être, hein, c'est la galère, je me sens pas bien, enfin, tu vois, tu sais, le truc de quand je rentre, c'est Mhm. anxiogène et peut-être je peux voir tout en noir et parce que ces phases-là, elles existent et ça peut arriver, elles durent pas forcément 6 mois, hein, ça peut être un instant, ça peut être une journée. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir ces projets-là, ça a contribué à ce que ce retour-là, il soit fluide, serein, joyeux? Complètement. Oui, oui, je pense que ça a beaucoup aidé, effectivement, d'arriver enfin dans cette phase de la vie qu'on attendait finalement. Et puis, alors c'est vrai que pour moi, le point noir, c'était vraiment le travail. Vraiment, moi, ça a toujours été le salariat, c'est un point noir dans ma vie. Mais à côté, c'est vrai qu'il y avait cette projection de, voilà, il faut un travail pour ensuite bah, pouvoir acheter et pouvoir faire son enfant. Donc, c'était, voilà, ça faisait partie du jeu, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, c'est bien que tu le dises, et c'est pour ça que je rabâche et que je rabâche et que je rabâche que quand on rentre en France, il faut que ce soit préparé, parce que cette Mhm. préparation, elle vous permet de retrouver du travail rapidement, de vous loger rapidement. Souvent, des fois, on arrive à acheter rapidement. Moi, j'ai plein de témoignages de gens que j'ai accompagnés qui, voilà, 8 mois, 10 mois, un an après être rentrés, arrivent à acheter. Oui. C'est pas Mhm. impossible, mais Ouais. il faut quand même que ce soit réfléchi, préparé, anticipé, tout ça. Mais voilà, d'où la préparation du retour en France pour sécuriser son arrivée et rebondir rapidement sur des nouveaux projets, sur des choses qui Vous vont enthousiasmez, oui, c'est ça. faire. Oui. Mm. Mm. Ouais, ouais, carrément. Vous vous installez, il se passe tout ça. Est-ce que une fois que ça retombe un peu, on a acheté l'appartement, on a eu un bébé, même si je sais pas si ça retombe vraiment après un bébé, parce que de Non, pas toute tellement. façon, il y a tellement de choses à faire que. Est-ce que vous vous dites, on repart à l'étranger? Ben, en fait, tout s'est tellement enchaîné. Si tu veux, j'ai trouvé ce boulot, on a acheté quelques mois après, on s'est marié en fait juste avant d'acheter, un peu sur un coup de tête, voilà, en mode ça va nous protéger. Hop, en 3 semaines, on s'est marié. Quelques mois après, je suis tombée enceinte. Il y a eu ce harcèlement au boulot, puis après, notre fille est née et elle a eu une première année très compliquée. Et donc en fait, il n'y a jamais eu de temps mort. Et petit à petit, on a vu ce projet d'expatriation s'éloigner parce que c'était plus ancré dans notre vie du moment. Enfin, ça n'allait plus trop avec ce qu'on vivait finalement. Et c'est vrai qu'en ayant un enfant, ça a quand même aussi pas mal changé la donne. C'est qu'on s'est dit maintenant qu'on a mis un enfant dans la vie de nos familles, nos parents, euh, repartir et l'éloigner durablement de, je sais pas, 8 000 kilomètres, c'est quand même compliqué. Donc ça a joué aussi. Ce serait quoi aujourd'hui, toi, ton Mhm. rapport, donc toi en tant que peut-être que personne, femme, maman, ce serait quoi ton rapport avec l'étranger, avec le voyage, avec, tu sais, avec l'international? Bah, clairement, le fait de devenir mère a quand même changé la donne, je trouve. On a quand même pas mal continué à voyager au début avec notre première fille, et puis il y a eu le Covid, et ça a vraiment tout changé. Depuis le Covid, on voyage beaucoup moins. Et puis on a eu un deuxième enfant ensuite, mais moi j'aime toujours ça, j'aime toujours le voyage. Je ferme pas complètement la porte à partir à l'étranger un jour.
Comme je disais, mon mari, il est boulanger, il a quand même assez souvent des propositions à l'étranger. Donc, c'est pas impossible qu'un jour, on ait une super proposition et qu'on se dise, bah, c'est une super opportunité, on y va. Mais c'est pas quelque chose qu'on recherche, voilà, de façon active, quoi. Mais en tout cas, on n'y est pas fermé. Ouais. Et donc, toi, tu es journaliste depuis toujours Mhm. et tu as écrit un livre sur tes expériences de vie à l'étranger. Enfin, Oui, pas vraiment sur les expériences de vie à l'étranger, mais c'est plutôt des conseils sur c'est ça, exactement, ouais. C'est un le livre voyage, pratique. etc. Tu vas nous dire tout ça. On s'est Ok, rencontrés dans ce cadre-là, d'ailleurs, oui, puisque tu étais présente à un événement dans ma ville d'origine pour présenter ton livre, et c'est comme ça oui. que, bah voilà, qu'on a fait connaissance à ce moment-là, et puis, bah quand même, peut-être au moins 2 ans après, on se retrouve pour faire ce Oui, podcast. bon, ça met du Donc, temps. il ne faut jamais rien lâcher ni abandonner quoi que ce soit. Mais dis-nous ce qui fait que tu arrives à ce projet de livre. Et ben en fait, ce projet de livre, il est né pendant notre deuxième road trip parce que justement, petit à petit, bah, en faisant nous-mêmes des erreurs, etc., j'avais un peu accumulé des conseils que j'aurais pu donner à quelqu'un qui cherche à faire un voyage long, comme ça, un voyage de plusieurs mois. Et j'ai commencé à compiler un peu tous ces conseils. Et en rentrant, j'ai écrit ce guide. Dans un premier temps, je l'ai envoyé un peu à des éditeurs. Donc, on était en 2015-16. Il y avait un éditeur qui était OK, mais qui m'avait dit qu'il faut un peu retravailler, il faut mettre des témoignages, etc. Et en fait, moi, je suis tombée enceinte à ce moment-là. Donc, après, j'ai complètement lâché le truc. Pendant 2 ans, j'y ai plus du tout travaillé. Et je m'y suis remise quand ma fille était un petit peu plus grande, à peu près en 2018. Et là, je l'ai proposé à Hachette, qui m'a dit oui tout de suite. Et donc, c'est Ah. un. Ouais. Et après, il a mis un petit peu de temps à voir le jour. Il est sorti en 2020, en mars 2020 exactement. Donc, le timing n'était pas génial. Mais donc, effectivement, c'est un guide pratique pour les personnes qui veulent faire des voyages longs. Donc, partir quand même plusieurs mois, ce qui entraîne bah, de quitter son travail, de quitter son logement. C'est pas juste un voyage, quoi. Donc, j'ai fait quand même ça plusieurs chapitres. C'est vrai que j'ai compilé tous les conseils que j'ai pu recueillir au fur et à mesure de ma propre expérience. Et donc le livre s'appelle Tout plaquer pour partir autour du monde. Au bout du monde, ouais, c'est ça. Tout plaqué pour partir au bout du monde. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Et ben alors, je crois qu'il n'est plus édité, mais on peut le trouver d'occasion. On peut le trouver en e-book aussi. Ok. Mais je pense qu'il est plus vendu neuf parce qu'il a déjà 5 ans. Donc voilà, avant, on pouvait le trouver partout à la Fnac et tout. Mais en tout cas, il se trouve encore facilement d'occasion sans problème. Quand tu as écrit ce livre, est-ce que toi, ça t'a permis, je sais pas, de porter un autre regard sur le voyage, sur tes expériences, sur peut-être le retour? Oui, oui, bah clairement, ça m'a permis de tout coucher ça sur papier et d'y réfléchir un peu plus intensément. J'ai aussi interrogé d'autres personnes pour comparer un peu nos expériences, parce qu'effectivement, il y a des choses que moi, j'ai pas vécues. Par exemple, j'ai pas fait un tour du monde en un an. Enfin voilà, je me suis pas expatriée en famille. J'ai pas fait. Il y a des choses que moi, j'ai pas faites, et du coup, il fallait que j'interroge d'autres personnes pour avoir leur avis. Mais après, moi, ce livre, il m'a ouvert beaucoup de portes pour la suite, puisque c'était le premier livre que j'ai sorti, mais j'en ai sorti 6 autres depuis. Ça m'a quand même amené sur cette voie, voilà, des livres, d'être écrivaine. Donc ça, c'est chouette, même si je n'ai pas écrit sur les voyages. Après, j'ai écrit sur d'autres sujets, notamment la parentalité, le féminisme, etc. Mais clairement, ça a été un tournant quand même dans ma vie et tout se retrouve. C'est-à-dire que c'est le voyage qui m'a apporté ce livre qui m'a apporté la suite. Donc si je n'étais pas partie, finalement, tout ça ne serait pas arrivé. Ah, félicitations. Ouais, merci. Et alors, les autres projets de livres, est-ce qu'ils ont été mis en place avec la même maison d'édition ou avec d'autres maisons d'édition? Non, pas du tout. J'en ai sorti un 2 ans après avec une autre maison d'édition qui s'appelle Mes seins, mon choix. C'est sur l'allaitement, mais du point de vue féministe en France. Voilà, c'était un angle qui avait encore jamais été fait. Et puis en fait, celui-là après m'a amené plein d'autres projets. Voilà. Là, j'en sors un qui sort ce mois-ci, qui s'appelle Sœurs et frères. Donc c'est vraiment sur les relations de sœurs et de frères, de fratrie, d'adelphi, de sororie. Il y a plein de choses à dire sur le sujet. C'est vrai que du coup, j'ai fait pas mal de livres sur les relations humaines par la suite. Tous ces livres-là, ils sont disponibles quelque part et où on peut les partager ou est-ce que, enfin, je sais pas, dis-nous. Oui, oui, bah, ils sont tous sortis dans des grandes maisons d'édition, donc voilà, ils sont vendus en librairie. Il suffit de demander à son libraire, et effectivement, voilà, ça s'achète partout. Il y avait d'autres choses que tu voudrais aborder par rapport au sujet du retour en France en lui-même? Par rapport à ce que tu as vécu ou par rapport à ce que tu as entendu, par rapport au sujet en général? Parce que je sais que tu fais aussi des articles, peut-être que tu as déjà traité le sujet. Oui, effectivement, c'est vrai que là, j'écris depuis peu sur un magazine qui s'appelle Français à l'étranger.
donc qui se destine justement aux Français qui voudraient partir, mais on traite un peu de tous les sujets autour de ça. Après, moi, mon retour, bah, il était quand même particulier. Déjà, on n'est pas parti très longtemps, on est parti plusieurs fois en fractionné, on avait tous ces projets qui nous attendaient, donc finalement, très vite, la réalité nous a rattrapés et on s'est très bien fait à notre nouvelle vie, quoi. Enfin, nouvelle vie qui était aussi ancienne, mais voilà. Et c'est vrai que, comme je te disais, tout s'est accéléré et tout s'est enchaîné. Et j'ai créé aussi mon entreprise après la naissance de ma fille. Et voilà. Donc finalement, c'est vrai que pour nous, je pense que ça a été plutôt fluide. À mon avis, c'est très différent selon les personnes. Ça dépend aussi s'il y a une famille qui nous attend sur place, si on a encore des contacts pour trouver un travail. Voilà. J'imagine à quel point ça peut être très différent. Quelqu'un qui part pendant 20 ans, par exemple, et qui revient et qui n'a plus aucune attache en France, ça doit être extrêmement compliqué. Mais c'était pas notre cas. Est-ce que tu penses que ton conjoint il l'a vécu de la même façon que ce que tu décris ou peut-être différemment sur certains aspects? Je pense on l'a vécu à peu près de la même façon, sauf son travail, effectivement, où lui, voilà, pour moi, nos 6 mois à Calgary, c'était une parenthèse enchantée. J'ai trouvé ça génial. J'y serais bien restée beaucoup plus longtemps. Lui, il a beaucoup aimé la ville, il a beaucoup aimé la vie qu'on avait là-bas, mais pas le travail. Donc, ça a un petit peu altéré sa vision, je pense. Après, on était tous les deux prêts à y retourner. Hein. Quand on se disait on va repartir, on se disait vraiment on repartira à Calgary précisément parce qu'on a adoré la ville, parce qu'on s'était fait des potes, parce que voilà, on avait des attaches. Comme je disais, là c'était il y a 10 ans quand même, hein, qu'on vivait là-bas. Plus les années passent et plus finalement ça se défait, on se projette moins. En tout cas là c'est vrai qu'on se projette plus en se disant bah tiens un jour on va y repartir. C'est trop distendu. Mais je pense qu'à la base on était quand même assez raccord là-dessus. On se disait tous les deux qu'on y retournerait, ouais. Ce serait quoi pour toi la leçon ou la prise de conscience que tu as apprise et que tu gardes avec toi liée à ces retours en France, à ces moments-là? Ben, comme tu le disais tout à l'heure, il faut bien préparer son retour. Parce que c'est vrai que la première fois, même psychologiquement, on n'était pas préparé. Et pourtant, on est parti que 3 mois, hein, donc c'était vraiment pas long. Mais on s'est retrouvé. Enfin, moi, j'ai eu le sentiment un peu d'être catapultée en France. Je me souviens avoir pleuré 24 heures non-stop parce que je me disais, mais c'est quoi? Moi, je veux pas de cette vie. C'était tellement bien pendant 3 mois. Enfin bon. Et c'est vrai qu'il faut le préparer. Il faut déjà s'y préparer psychologiquement. Et puis se prévoir des projets, petits et grands, des petits trucs. Voilà, 2 semaines après mon arrivée, on fait un barbecue chez machin, mais aussi des plus gros projets pour bah, déjà se réacclimater dans le pays. Hein. Ça peut être un week-end à Etretat ou je sais pas, un petit séjour en Europe. Et puis vraiment, voilà. Enfin, moi, je fonctionne toujours au projet. Je sais que quand il y a des échéances qui me stressent, si derrière il y a des projets sympas, bah, c'est déjà un peu plus apaisant. Je dirais ça, bien préparer son retour vraiment psychologiquement et avec des échéances sympas. Ouais, merci pour ce partage-là. On l'a vu dans certains témoignages, notamment celui de Manon qui rentre d'Australie, qui crée son entreprise. Ça a été mon cas aussi. C'est des projets qui sont... Donc là, pour le coup, c'est des gros projets, mais en fait, c'est tellement quelque chose qui est boostant, qui est motivant, dans lequel on se plonge parce que bah, on est passionné, parce que c'est fabuleux d'apprendre tout ça, que du coup, ben, ça aide considérablement à se réinstaller, à Ah rencontrer oui. du monde, etc. Mais après, comme tu le dis, hein, et ça, c'est des choses que je mentionne aussi souvent aux personnes que j'accompagne dans certains accompagnements, c'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma routine, parce que je sais que ça me fait plaisir, parce que je sais que ça va m'aider à garder du positif dans ma journée, ou dans... Enfin voilà. Donc, que ce soit des petites choses ou des grosses choses, je pense que c'est important de visualiser ce qu'on a envie pour cette nouvelle vie. Et puis après... pas de rush, quoi. On prend Mhm. aussi le temps qu'on a besoin pour réaliser les choses. C'est vrai que moi, c'est ce que je vois souvent, 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 c'est qu'on veut tout tout de suite. Tout Oui. de suite, Mhm. mes démarches administratives tout de suite, trouve un logement tout de suite. Alors, il y a des situations qui sont favorables qui vont faire que vous allez pouvoir faire ça tout de suite. Par Mhm. exemple, moi, il y a des gens que j'accompagne avant le retour, 8 mois avant le Ah retour. oui. Ouais. En fait, on l'a tellement préparé, on sait tellement où on va, on a toutes les informations que ça déroule. Donc oui, mais si on n'est pas préparé, bah, en effet, ça peut être un peu plus compliqué de rebondir, de se réinstaller, de prendre ses marques. Et puis surtout, ben, moi je le vois beaucoup trop sur les plateformes et sur les plateformes, sur les réseaux, etc. Et je trouve ça dommage. C'est le nombre de personnes qui tombent de sa chaise en rentrant en France. Tombe de sa chaise, je suis gentille, quoi, qui tombe de 10 étages, quoi. Mhm. Enfin, et c'est malheureux parce qu'en fait, il suffit vraiment juste de cette préparation, cette prise de conscience, justement visualiser sa nouvelle vie, son nouveau projet, qui fait que ça fait vraiment une différence, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on prépare tellement son départ
et on soigne pas tellement son, son retour. Et je pense qu'il faut aussi se chouchouter, quoi. Faut prendre soin de la soi du futur. Il va être un peu dans le désarroi du retour et voilà, tout faire pour que l'atterrissage se fasse le plus en douceur possible. Et donc, en effet, pour préparer votre retour, vraiment, je fais depuis 5 ans mon maximum pour partager un maximum de ressources sur ce sujet, que ce soit moi ou en collaboration avec les partenaires. Vraiment, il y a tout qui est fait pour vous aider. Vous avez un kit du retour en France qui existe pour vous aider. Vous avez la communauté à travers le kit du retour en France qui vous aide. Et puis, vous pouvez prendre rendez-vous aussi tout simplement pour qu'on en discute. Comme ça, on évalue le projet ensemble et on voit ce qu'on arrive à mettre en place pour justement optimiser votre situation et qu'on puisse justement sécuriser ce retour en France pour atterrir dans de bonnes conditions et faire un retour en France comme Anne-Florence avec des projets joyeux qui nous permettent voilà, de s'épanouir au quotidien dans ce processus de retour, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup, Merci à félicitations toi. pour tous ces projets qui ont été concrétisés après ces retours, pour ces livres, Merci beaucoup. et puis merci pour ton temps et pour ce témoignage. Merci de m'avoir invité, c'était avec plaisir. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!